Bonjour et bienvenue au 4e module de cette formation au leadership vertueux, formation organisée par SOS Éducation avec Alexandre Avard, fondateur de l'Institut du leadership vertueux. Nous avons parlé de ce qu'était le leadership vertueux, nous avons parlé des vertus anthropologiques de base et des vertus spécifiques des leaders. Nous avons parlé de l'articulation entre le tempérament, le caractère et ces différentes vertus. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la façon dont nous pouvons développer ces vertus. Comment peut-on, à partir d'un tempérament donné, se forger un caractère qui permette d'exprimer ces vertus qui font de nous un éducateur ou un leader? Bon, la vertu, tu le comprends bien, c'est le fruit de la répétition d'actes nobles et positifs que tu poses dans ton existence. Donc, aussi bien le tempérament est quelque chose qui t'est donné, quelque chose que tu ne peux pas transformer. La vertu, c'est quand même le résultat d'un travail sur soi-même. Donc pour chaque vertu, il faut travailler. Et il faut faire travailler l'intelligence pratique, il faut faire travailler la volonté, il faut faire travailler le cœur. Le cœur, la volonté et l'intelligence, ce sont trois choses qu'il ne faut jamais séparer l'une de l'autre. Parce qu'une personne humaine, c'est un cœur, une volonté et une intelligence. Donc la vertu, ce n'est pas seulement l'effort de la volonté. C'est d'abord l'effort de l'intelligence pratique pour arriver à percevoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, il faut agir selon sa conscience. Il faut arriver à découvrir le bien pratique dans la réalité quotidienne. Les gens qui portent attention seulement sur l'intellect pratique et pas sur la volonté et sur le cœur, ils tombent assez rapidement dans le rationalisme. Et les rationalistes, ce sont des personnes qui ne peuvent pas vraiment développer la vertu. Il n'y a pas de place pour la vertu dans leur existence. Des gens qui sont lancés uniquement sur la volonté, pour lequel la volonté, tu vois, le devoir au nom du devoir, la volonté au nom de la volonté, ce sont des personnes que moi j'appelle des volontaristes. Et ce sont des gens aussi qui ne peuvent pas s'auto-éduquer, ils ne peuvent surtout pas éduquer les autres, parce qu'ils peuvent faire que du mal aux autres. Tu vois, il faut faire ça parce qu'il faut le faire. Atroce. Non, il faut que le cœur soit engagé dans le processus de travail personnel. Il faut que le cœur t'indique ce qu'il faut faire, et c'est dans ton cœur que tu découvres cette dimension. Et puis tu as un troisième type de personne qui est le sentimentaliste. Le sentimentaliste, c'est une personne qui a des émotions profondes, des sentiments profonds, mais il ne travaille pas sur sa volonté. Et donc, il n'y a pas de substance dans son existence, et il n'y a pas de vertu, et tout s'effondre. Donc ce qu'il faut, c'est travailler sur son cœur, donc purifier son cœur, élargir son cœur. Ensuite, il faut exercer la vertu, donc par la force de la volonté. Et peut-être avant tout, ce qu'il faut, c'est... Bon, d'abord, il faut contempler la vertu pour la désirer pour soi-même. Ça, c'est une chose dont je parle beaucoup avec mes étudiants. C'est pour ça que dans mon système de leadership vertu, surtout dans le système, comment je le présente aux étudiants, il y a un aspect esthétique très important. J'ai des choses, je dirais des photos ou des images, des peintures, qui sont le fond, en fait, le background de tout ce que j'explique pour que les personnes comprennent que la vertu, il faut l'aimer, il faut la désirer avant tout. Après, il faut travailler sur elle-même. Mais d'abord, il faut la vouloir pour soi-même. Et tu as beaucoup de gens qui n'en veulent pas. Donc, comment est-ce que tu vas pratiquer la vertu si tu n'en veux pas? Donc, ce qu'il faut, c'est la rendre agréable, la rendre belle. Il y a un côté esthétique extraordinaire dans la vertu, la beauté. La vertu, c'est une participation de la beauté divine, de la vérité divine et du bien divin. Donc, quand tu développes la vertu, en fait, tu deviens un petit Dieu. C'est-à-dire que tu participes de ces transcendantaux par lequel traditionnellement dans la philosophie classique on qualifie la divinité. Donc il faut avoir un désir pour de ces choses-là. La question de base c'est est-ce que tu veux vraiment la vertu ou pas? Et une fois que la personne veut la vertu, parce que son cœur veut la vertu, la contempler la beauté de la vertu et veut la développer, ensuite c'est la volonté qui passe en action. Bon, maintenant il faut que je la pratique. Je la veux, ok, maintenant il faut que je la pratique. Et je la pratique en posant des actes positifs, vertueux chaque jour. Et si je fais 1000 actes vertueux, j'acquiers la vertu. Un acte de vertu ne te donne pas la vertu. Il faut plein d'actes de vertu pour créer l'habitude, qui est l'habitus de la vertu, donc pour que la vertu vraiment naisse en toi. Alors, prenons deux exemples de vertus, les vertus spécifiques du leader. La magnanimité, le désir de grandeur d'une part, et puis l'humilité. Comment est-ce qu'on travaille concrètement ces deux vertus? Alors regarde, la vertu de magnanimité, c'est une vertu très profonde, qui est vraiment enracinée dans le cœur de la personne, aussi bien que l'humilité. On dit les gens humbles de cœur et on dit les gens magnanimes de cœur. C'est pas l'intelligence qui est magnanime, tu vois, c'est pas la volonté qui est magnanime, c'est le cœur de la personne qui est magnanime, comme l'humilité. Donc ce sont des vertus très spécifiques
qui sont plus difficiles à développer que les 4 vertus fondamentales. Parce que les 4 vertus fondamentales, elles sont fondamentalement enracinées dans l'intelligence pratique et dans la volonté. Tu vois, la prudence, c'est l'intelligence pratique. Le courage, c'est la volonté. La maîtrise de soi, c'est la volonté. Et la justice, hein, c'est à la fois l'intelligence pratique et la volonté, parce qu'il faut savoir ce qu'il faut donner à chacun, et ensuite il faut donner à chacun ce qu'il faut lui donner. Mais alors, tu vois, la magnanimité et l'humilité sont des vertus spécifiques, et dans le sens où elles ne sont pas des vertus enracinées dans l'intelligence et dans la volonté directement, elles sont fondamentalement enracinées dans le cœur de la personne. Et donc ça suppose un élargissement de son cœur. Il faut une conversion, il faut une métanoïa, comme disent les Grecs, pour pratiquer ces vertus. Il faut une vision de soi-même qui soit différente de la vision qu'a une personne de la rue. Alors, moi, souvent, mes étudiants me demandent, écoute Alex, moi, vraiment, j'ai envie de développer la vertu de magnanimité. Avant tout, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, pour développer la magnanimité, avant tout, ce qu'il faut, c'est créer un environnement magnanime autour de soi. Ben, c'est pas facile. Développer la force, bon, il faut se lever le matin à 5 heures et faire des pompes. Ouais, ok. On comprend ça, mais développer la magnanimité, c'est pas une question de faire des pompes. Développer la magnanimité, c'est élargir les dimensions de son cœur pour avoir une vision de soi-même qui soit élevée. Et pour ça, il faut s'entourer beaucoup de gens magnanimes. Il faut avoir un plan de vie. Il faut un plan pour son existence. Il faut de l'autodiscipline. Il faut se dire, moi, je veux qu'autour de moi, il y ait un environnement magnanime qui, par osmose, m'élève. Tu vois, m'élève et me fait découvrir la magnanimité, des dimensions insoupçonnées de la magnanimité, et m'aide à la pratiquer parce que je compare, parce que je vois. Quelqu'un qui est né dans un petit village et qui n'est jamais sorti de son petit village, la vision du monde, c'est son petit village. C'est le provincialisme, on appelle ça, le provincialisme. Et donc, il n'y a pas de place pour la magnanimité dans le provincialisme. Tu vois ? Donc, il faut que la personne puisse sortir d'elle-même, et pour ça, il faut qu'elle s'entoure de personnes qui soient magnanimes. Cet entourage, c'est quoi ? C'est pas seulement les gens que tu connais, c'est pas seulement tes parents que tu apprécies, tes grands-parents, tes amis, c'est aussi tout ce que tu lis. Quels sont les livres que tu lis ? Est-ce que c'est du Harry Potter ? C'est de la distraction. J'ai rien contre Harry Potter, mais c'est de la distraction. Ou est-ce que c'est la littérature classique, par exemple, qui te force à réfléchir, Dostoïevski, du Tolstoï, du Tchekhov. Ça aide à réfléchir, ça donne de la substance à la réflexion, ça peut élargir ton cœur. Et ça te fait comprendre les enjeux moraux de l'humanité, et des enjeux moraux de ta propre personne. Donc, les livres que tu lis, la littérature que tu lis, d'abord, est-ce que tu lis ? Il y a des gens qui lisent jamais rien. Il y a des gens qui lisent que les journaux. Mais les gens qui lisent que les journaux ou qui regardent seulement Internet, il n'y a pas de place pour la magnanimité dans l'existence. Parce qu'ils sont vraiment victimes, je dirais, de tout ce que les gens... Si tu n'as pas de projet pour ta propre existence, tu dois être convaincu que d'autres en ont pour toi. Ça, c'est clair. Et donc, il faut vraiment manifester sa liberté et se dire, moi, je veux, comme je suis un être social, je veux créer un environnement qui soit porteur, un environnement qui soit magnanime, qui me permette à moi d'être magnanime. Donc, il y a des livres que je lis, il y a des livres que je ne lis pas. Il y a des films que je regarde et il y a des films que je ne regarde pas. Il y a des gens avec lesquels je passe beaucoup de temps et des gens avec lesquels je passe beaucoup moins de temps. C'est ton environnement. Et toi, tu es responsable de l'environnement que tu crées pour ta propre personne. Ça, c'est une des choses clés du leadership. C'est pas tellement qu'est-ce que tu fais pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais indirectement pour créer un environnement qui fasse de toi une personne magnanime. Tu vois ? Et alors, pour l'humilité, fondamentalement, il faut avoir un désir de vérité. Le fondement de l'humilité, plus que le service de l'autre, c'est la vérité. On dit que la vertu d'humilité, c'est la vertu de ceux qui marchent dans la vérité. La vérité sur eux-mêmes, la vérité sur le monde, la vérité sur Dieu, la vérité sur les autres. Donc une personne qui est en quête de vérité, qui cherche la vérité, qui fait un effort sincère et non pas hypocrite de recherche de la vérité sur qui il est finalement. Est-ce que c'est un être appelé à une vie divine ou est-ce que c'est un être appelé à une vie purement matérielle ? Ce sont deux différences, ce sont des directions très très différentes. Et c'est très difficile de pratiquer l'humilité si tu n'as pas une recherche de la vérité. Ou si tu crois que la vérité, de toute manière, est impensable. Elle n'existe pas, elle est inaccessible. Tu vois ? Donc, la base de l'humilité, la base du service de l'autre, c'est d'arriver à comprendre finalement, bon, qui suis-je ? C'est quoi les êtres humains ? C'est quoi cette personne que j'ai en face de moi ? Quelle est sa dignité ? Tu peux pas... c'est très dur de servir l'autre si tu ne vois pas dans l'autre un mystère et un miracle, tu vois. Comment est-ce que tu peux servir une personne si tu ne vois pas en elle un mystère et un miracle ? Et donc pour l'éducateur, finalement, la première chose à faire
pour développer justement cette vertu de service vis-à-vis des élèves ou des enfants qui lui sont confiés, c'est finalement de les aimer. Voilà, tu as tout à fait raison. En fait, on arrive à une chose de base, c'est que on dit que l'amour, d'ailleurs, le berceau de l'amour, c'est l'humilité. C'est-à-dire que c'est dans l'humilité que se trouve, c'est là que prend racine l'amour de l'autre, c'est dans l'humilité. L'amour de soi-même, l'amour des autres, c'est dans l'humilité. Parce que c'est dans la vérité que prend naissance l'amour. L'amour ne prend pas naissance dans le mensonge. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, mais en réalité, ça ne prend pas naissance. On n'a que de l'hypocrisie et on a l'archipel du goulag. Tu vois ce que je veux dire? En dehors de la vérité. Donc il faut faire attention à ça. L'amour prend naissance dans la vérité. Et c'est la vérité sur l'autre qui fait que tu apprends à aimer les gens que tu as envie de servir. Tu vois? Et finalement, c'est quoi tes suiveurs? Les suiveurs d'un leader, ben, c'est les gens qu'il sert. Merci beaucoup Alexandre pour cette illustration concrète, montrant la façon dont nous devons travailler sur ces vertus spécifiques de l'éducateur, sur ces vertus spécifiques du leader. Et nous allons maintenant nous intéresser dans notre prochain module de formation à la façon dont s'articule cette éthique des vertus dans l'éducation à l'éthique des normes. Puisque dans un établissement scolaire, il y a bien sûr la recherche d'éducation, la recherche d'élévation de chacun à ce qu'il a de meilleur en lui, mais il y a aussi un contexte qui est un contexte réglementaire, un contexte de coexistence, un contexte de vivre ensemble, comme on le dit parfois aujourd'hui. Et nous allons donc nous intéresser à cette articulation dans le prochain épisode. À bientôt.